Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur l'utilisation de l'arme aérienne mais également de l'artillerie, qu'elle soit navale ou terrestre. Nous allons donc dans un premier temps voir les différents vecteurs que pourrait utiliser l'armée israélienne, ensuite derrière l'armement, que ce soit les bombes, que ce soit les roquettes, que ce soit les obus, ensuite comment est-ce qu'une désignation a lieu, qui choisit une cible, comment est-ce que ça fonctionne dans une armée moderne, avant de regarder les différents types de guidage. Tout ça, eh bien, juste après le jingle. Comme vous le savez, il existe de multiples vecteurs pour mettre en œuvre de l'armement. Dans la première catégorie, celle qui m'est la plus chère forcément, ce sont les avions. Les Israéliens disposent de F-35, F-15, F-16. Concrètement, un F-35, ils en ont environ 33 et un peu plus en commande. Ça fait entre 19 et 26 tonnes. Le F-15, ils en ont environ 80. C'est une version inspiré de la version E, le Strike Eagle, non pas spécialisé dans le combat aérien, mais également dans l'attaque au sol, des versions biplace. 13 tonnes à vide, 31 tonnes à la masse maximum. Le F-15 est réputé être un camion à bombe ou un camion à missile. Et les Israéliens ont d'ailleurs montré leur intérêt pour la nouvelle version, la version EX. Le F-16 de son côté, petit nom SUFA pour les 224, près de 224 F-16 israéliens, c'est assez énorme. 8 tonnes à vide, 17 tonnes à la masse maximum, c'est ceux que nous avons le plus vus sur les réseaux sociaux. F-35, F-15, F-16, dans tous les cas, arme aérienne qui va être utilisée idéalement au-dessus de 12 000 pieds, idéalement au-dessus de 4 000 mètres d'altitude afin de se prémunir de tirs venant du sol. Ce sont des aéronefs qui peuvent facilement mettre en œuvre de l'armement jusqu'à l'altitude de croisière d'un avion de ligne, tout simplement au-dessus des 12 km d'altitude. Si vous voulez être plus bas, plus proche des cibles, plus proche des troupes à soutenir, ce sont les hélicoptères. Et là, encore une fois, du matériel américain pour Israéliens avec les AH-64A, les fameux Apache, et 64D. Ils en auraient environ 27 de la version A, dans les 17 de la version D. Ces hélicoptères-là ont été créés dans les années 1975. Ça fait 5 tonnes 5 à vide, 9 tonnes 5 à la masse max. Pour la version la plus ancienne, 2 fois 1660 chevaux. La version la plus moderne, qu'ils ont eu du mal à obtenir à cause de soucis politiques avec les États-Unis, 2 fois 1890 chevaux et une masse supérieure, quasiment la masse d'un super étendard armé. Et là, eh bien, vous vous retrouvez avec le best-seller des hélicoptères d'attaque, 2200 plus fabriqués, quelque chose de très efficace, de très létal, on l'a vu avec la première guerre du Golfe. Vous pouvez emporter 1200 obus de 30 mm. Vous pouvez emporter 76 roquettes Hydra, on va revenir dessus après, et également 16 missiles anti-chars des AGM-114 Hellfire qui portent malheureusement bien son nom. Ce sont donc des vecteurs qui vont être à basse altitude, qui vont se cacher avec le relief, mais également qui peuvent s'arrêter en mer ou au-dessus du désert, rester à distance assez loin des cibles et faire, avec notamment les Hellfire ou avec le canon, des frappes très précises. Nous les avons vus sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est très efficace contre du personnel ou contre des blindés légers ou des véhicules. À savoir quand même, il y a eu des pertes dans l'armée israélienne. En 1996, ça avait fait scandale, ils avaient attaqué une ambulance et fait 6 morts au sol, 6 morts civiles. En 2006, il y avait eu un abordage entre 2 hélicoptères israéliens, il y avait eu des décès. Et de manière un peu plus cocasse, les Apache israéliens ont été utilisés pour faire du combat aérien. Ils ont abattu le 24 mai 2005 un Cessna 152 en provenance du Liban. Alors, pour combat aérien, c'est un grand terme. Et en février 2018, un drone qui arrivait de Syrie. Donc oui, il est possible, avec un hélicoptère, d'abattre ce qu'on appelle un slow-mo, un slow mover, un hélicoptère ou un avion ou un drone qui se déplace à faible vitesse. La troisième dimension, c'est bien, mais la dimension maritime également. Nous savons qu'au large d'Israël, il y a du gaz, il y a plein de choses, nous ne rentrons pas dans ces sujets-là. Néanmoins, il y a une marine israélienne, avec notamment 3 SAR 6.
1900 tonnes, un canon de 76 mm, 70 personnes à bord et une capacité à mettre en œuvre l'équivalent de l'Iron Dome de manière navalisée, donc une très bonne protection contre d'éventuelles roquettes ou des missiles contre les navires de surface. Ils ont également des SAR 5, beaucoup plus petites, 1200 tonnes, et des SAR 4.5, 500 tonnes. Donc c'est vraiment la SAR 6 fabriquée en Allemagne qui est le nouveau fleuron de la marine israélienne et que l'on voit récemment faire des images avec des tirs de l'appui-feu avec son canon de 76. L'artillerie n'est pas ma spécialité, je passerai néanmoins dessus. Pourquoi? Parce que canon automoteur, canon tracté, lance-roquettes multiples, il y en a une multitude en Israël. Vous avez plus de 90 automoteurs avec du 155, 175, 203 mm. Faites de varier les calibres, ça n'aide pas la gestion de stock. Le canon tracté, lui de son côté, est beaucoup plus standardisé avec du 155 mm, principalement du matériel américain et du lance-roquette multiple, M270, LAR 160, MAR 290, bref, énormément de puissance de feu pour l'artillerie, qui a quand même un objectif différent que l'arme aérienne. Nous l'avons vu, les avions, c'est de la grosse bombe, jusqu'à 1 tonne. Les hélicoptères, c'est vraiment de l'appui-feu très précis, n'importe où, grâce à la 3e dimension. L'artillerie, là, on va vraiment pouvoir faire de la saturation de zone, si besoin, mais également de l'appui-feu ciblé, c'est possible. Pour finir, les drones. Les Israéliens ont leur propre drone, ils ont les Héron et les Hermès. Le Héron, environ 15, c'est du 5 tonnes 7 avec 2 tonnes 6 de charge utile, donc ce qu'on peut mettre sous les ailes. Et surtout, l'emport de missiles Spike, qui sont des missiles israéliens anti-char. Et l'Hermès, c'est simple, le 450 ou le 900, c'est sa masse en kilos. 450 kg pour cette version-là, 970 kg pour cette version-là, et une charge utile entre 180 et 300 kg, encore une fois, avec du missile. N'oubliez pas que les drones ont capacité à rester sur zone beaucoup plus longtemps que des chasseurs qui vont devoir se ravitailler ou retourner faire le plein. Et surtout, ils ont une capacité à transmettre en temps réel à l'état-major des images d'excellente qualité grâce à leur optique embarquée. Nous allons regarder maintenant l'armement. Et l'armement bombe, roquette, obus, c'est assez simple. La famille des JDAM avec des corps de bombe où vous venez mettre un guidage GPS, dans certains cas thermique également, qui va donc utiliser la constellation GPS américaine pour se guider. Ensuite, vous avez les GBU qui, à quelques exceptions près, comme la GBU 49, eux, suivent uniquement un faisceau laser ou sinon du corps de bombe conventionnel. Avec ça, vous faites de 125 à 1 tonne par bombe sous les ailes. Vous pouvez embarquer généralement 2 à 4 tonnes de bombes par avion sans trop de soucis. Au niveau des roquettes, là, il y a les roquettes guidées ou non guidées. L'Hydra 70, nous sommes sur du pas vraiment guidé, il y a des versions maintenant guidées qui existent. Le Hellfire, vous allez pouvoir tirer des missiles qui ont pour objectif normalement de détruire un char, mais peuvent forcément attaquer n'importe quel type de position défendue ou renforcée. Et ensuite le Spike, qui est une version anti-char qui peut être utilisée par l'infanterie, par l'artillerie, mais également par l'aviation, hélicoptère ou aéronef ou drone, fabriqué par Rafael, à ne pas confondre avec notre Rafale national. Rafael qui est le gros fabricant de matériel de défense israélien extrêmement efficace, qui fait notamment d'excellents missiles RR qu'on appelle les Python, dont il faut se méfier, mais également qui a la capacité à envoyer des satellites dans l'espace. Les obus de leur côté, sur les aéronefs de chasse américains, c'est plutôt du 20 mm. Sur l'hélicoptère Apache du 30 mm, on est sur environ 500 grammes par obus, des cadences de feu énormes de l'ordre de 1000-1200 coups par minute. La Navy, c'est du 76 mm, vous voyez, c'est long, ça fait 12,5 kg. Et les obus de 155, ça pèse son poids, c'est généralement aux alentours des 45 kg. Tout ça, c'est pour référence. Il existe une multitude de types d'obus différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif aujourd'hui, on reste généraliste. Alors, c'est bien d'avoir de l'armement, encore faut-il désigner la cible. Et là, la désignation, soit ça se fait à l'avance par la préparation, soit un guidage en temps réel, soit on laisse aux aéronefs, aux équipages, l'opportunité de faire ce qu'on appelle du SCAR, Strike, Coordination and Reconnaissance, comme par exemple en Libye. On va parler de tout ça. En avance, vous avez le grand renseignement. Vous avez quoi? Vous avez l'humain, l'intelligence qui nous vient des humains. Attention aux agents doubles ou aux agents triples. Vous avez le géoint qui va regarder les images satellites, tout ce qui nous provient du spatial. Le SIGINT qui analyse et recueille les signaux. Le FININT,
transactions financières pour savoir d'où proviennent les fonds. Le MASINT qui regarde tout ce qui est mesures et signatures. Typiquement, si les Iraniens devaient faire un essai nucléaire, au niveau des mesures et des signatures, cela marquerait une explosion de cette taille-là. Et à partir de là, la communauté internationale pourrait savoir que l'Iran a fait un test nucléaire. Donc le MASINT, ça va servir à ça. Et l'OSINT, toutes les sources ouvertes, tout ce que l'Israélien, tout ce que les Hamas met sur Internet, les vidéos des otages, vous permettent de collecter du renseignement. C'est extrêmement riche. Il y a beaucoup de travail à faire dans l'OSINT également, mais attention à ne pas vous faire piéger, exactement comme dans l'UMINT. Vous pouvez vous faire balader par, comme dirait Trump, des fake news. Donc là, on est vraiment sur de la préparation en amont. Vous allez créer un dossier d'objectifs, le donner aux équipes qui vont préparer la mission et ensuite qui vont aller délivrer l'armement sur des coordonnées connues à l'avance grâce aux renseignements. Si vous êtes en vol et que vous devez appuyer des troupes au sol, là on est sur un guidage différent qui peut soit venir des troupes au sol avec les Joint Terminal Attack Controllers, donc c'est les JTAC, avec les Forward Air Controllers qui eux vont gérer l'arme aérienne, les JTAC qui vont gérer également l'artillerie, également des navires si besoin. Vous pouvez avoir des artilleries observeurs pour les tirs d'artillerie et ensuite si votre section est décimée, que vous êtes tout seul avec une radio, vous avez le droit de faire de l'emergency CAS. N'importe quel militaire peut prendre une radio, appeler les avions et expliquer où ils se trouvent. Ça ne sera pas très conforme en termes de process parce que ça demande une formation particulière, mais les pilotes sauront essayer de sauver le personnel au sol. C'est ce qu'on appelle de l'emergency CAS. D'un autre côté du spectre, vous avez les drones qui peuvent appeler le guidage. Vous avez l'avion de chasse qui est en altitude, vous avez la petite boîte ici où se trouve l'opérateur de drone, vous avez son drone, vous avez le méchant. Le drone avec ses senseurs détecte le méchant. Hop là, il a l'information. Alors tout ça en fait, ça passe soit plutôt par le satellite, schlac, et là, eh bien, via le satellite ou d'autres satellites, ça dépend, il y a plein de systèmes, on va communiquer avec le pilote et on va lui dire, il se trouve une cible là. Là, soit le pilote dit, pas de souci, je gère tout seul, soit avec de l'armement GPS, on peut lui extraire les coordonnées ou les connaître à l'avance, soit il va léser sa cible, donc avec le laser on va en parler, il va traiter sa cible, soit on travaille tous les deux ensemble, le drone peut illuminer laser la cible, le pilote peut tirer sa bombe, ou alors tout simplement le drone fait tout seul, c'est possible également, mais si vous souhaitez avoir une bombe de 1 tonne, ou 2, 3, 4 bombes de 1 tonne, il va falloir, eh bien pour les Israéliens, l'utilisation des avions de chasse. Autre possibilité également, vous avez à l'intérieur de ces avions des contrôleurs formés à ce type de mission et ils vont donc pouvoir observer ce qui se passe, regarder ce qui se passe, regarder au sol et guider les troupes. Vous avez l'utilisation de la radio, mais également ce qu'on appelle du digital CAS. Le digital CAS, c'est on s'envoie des sortes de textos, si vous voulez, entre les troupes au sol, les pilotes de drones, l'état-major et les équipages dans les aéronefs. C'est extrêmement efficace et ça permet par exemple d'éviter d'être brouillé. Le dernier point, c'est le SCAR dont on a parlé. Là, 2 points importants. Le premier sont les règles d'engagement. Il faut des règles d'engagement très précises pour pouvoir décider de quelle cible traiter en temps réel. Et ensuite, il faut ce qu'on appelle la Cockpit Delegation. Donc il faut qu'à l'intérieur du cockpit, votre lieutenant, le capitaine, le commandant dedans, ait l'autorité pour essayer d'ouvrir le feu. Parce que dans tous ces cycles de targeting, dans tous ces cycles d'ouverture du feu, eh bien vous avez des autorités différentes pour des types de frappes différents en fonction du risque de dommages collatéraux. Donc plus il y a un risque de dommages collatéraux, généralement plus la décision doit arriver du haut de l'état-major, souvent avec l'avis d'un juriste, plus vous descendez dans les risques collatéraux, plus vous êtes susceptible en tant que pilote de prendre l'initiative de l'ouverture du feu tout seul. Maintenant, pour ce qui est du guidage, vous avez forcément le guidage avec les JDAM, GPS, voire GNSS pour d'autres types de nations. Le GNSS, c'est le concept des satellites pour se géoréférencer. Le GPS, c'est le système américain créé en 73, opérationnel à 100% en 95, qui vous permet de savoir votre vitesse quand vous courez. Attention néanmoins, il faut être très précis en timing. 1 millionième de seconde d'écart au niveau du GPS vous donnerait 300 mètres d'imprécision. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre capteur GPS va regarder différents satellites, 3 ou généralement 4, et va comparer le temps de parcours d'un signal pour vous géoréférencer tout simplement. Le système militaire, grâce à des clés GPS, est plus précis. Il faut donc avoir ces clés qui vous sont données par les Américains et vous amènent vers quelque chose d'ultra précis, on parle vraiment du métrique. Attention néanmoins, le GPS est brouillable ou alors on peut vous faire croire
par exemple, vous pensez être ici, hop, il y a une station sol qui est là, qui émet un signal dans la zone, et ce signal dans la zone, eh bien en fait, vous amène à croire avec vos senseurs que vous êtes là, parce qu'elle émet un signal qui va décaler votre position GPS peut-être de 1 km, quelque chose comme ça. Ça a été utilisé par exemple par les Iraniens pour ramener certains navires à rentrer dans leurs eaux territoriales pour pouvoir les arraisonner. Ça s'est vu également en mer Noire. Donc c'est il y a du brouillage GPS, mais il y a également de la déception, ou alors on peut faire croire à une station GPS qu'elle n'est pas là où elle est. Bref, on ne va pas trop entrer dans les détails aujourd'hui. Toujours est-il, on a également le laser. Là, vous avez le tout nouveau pod sur Rafale. Le laser, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez sur votre drone, votre avion ou une station sol, un pod de désignation laser, la cible au sol. Vous illuminez avec votre laser la cible, la bombe est tirée à son petit œil. Elle regarde le faisceau, elle voit la tache laser, elle va donc piloter sa trajectoire pour venir impacter la cible. Gros avantage du laser, vous pouvez taper une cible en mouvement. Sur du GPS pur, vous allez avoir beaucoup plus de mal à taper une cible en mouvement. C'est pour ça que maintenant, vous avez du GPS/laser ou GPS/thermique. Comme ça, en phase terminale, il détecte une source de chaleur, un bateau, et il va pouvoir aller dessus. Le laser nécessite que vous ayez en permanence votre faisceau qui soit sur la cible. Si vous n'arrivez pas à piloter votre faisceau correctement, si vous perdez la cible, eh bien votre bombe n'ira pas faire but, ce qui est dommage. Ça demande donc énormément d'entraînement pour les équipages et beaucoup de coordination si ça se fait entre plusieurs avions. Le thermique, c'est très simple, une source de chaleur, ça va sur la source de chaleur, voire même, vous avez de l'électro-optique maintenant, ça détecte les formes. Et le balistique, c'est comme un pistolet, vous visez, si je vous vise, paf, comme ça parfaitement, vous savez où ça va, et avec le fait que la terre soit ronde, les frottements, la force du chorus, tout ça, ça va avoir un impact, mais votre ordinateur de calcul le sait, donc vous allez désigner avec vos senseurs, et ça va prendre en compte la distance de la cible et vous aider à ouvrir le feu de la manière la plus précise possible. Sur les avions modernes, même en balistique, sur les hélicoptères modernes, vous pouvez avoir une précision métrique à plusieurs kilomètres. Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas guidé par quelque chose d'extrêmement onéreux que ça ne peut pas faire but. Un point important. Alors vous allez me dire, so what? Ça c'est ma grande phrase en conférence, j'aime bien. Tout ça c'est bien beau, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un cycle dans l'attaque de cible. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le cycle des D3A. C'est le cousin de R2D2 et le petit frère de C3PO. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut détecter, ensuite délivrer l'armement, après ACC, et pour finir, décider ce qu'on fait derrière. Je m'explique. Dans tous les cas, les Israéliens vont devoir positionner des forces en l'air, avoir une permanence au-dessus du ciel. Ensuite, il va falloir détecter ce qui peut être une menace, un ennemi qu'ils comptent traiter. Prendre la décision de ne l'engager ou pas, en conformité avec leurs règles d'engagement. Si la décision est prise d'engager, là il ne faut pas se louper. Gros point qu'on avait mis en avant avec l'armée russe, c'est l'importance du BDA, Battle Damage Assessment, le débriefing. La raison d'être de cette chaîne à la base, le débriefing. C'est pas tout de tirer. La différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur, c'est que le mauvais chasseur, il voit une cible, il tire et il va faire autre chose. Le bon chasseur, il va au résultat. Il va s'assurer que son tir ait été bien réussi à 5, 10, 15, 100, 120%. Et à partir de là, derrière, il va pouvoir repartir dans son cercle décisionnel. Si la cible a été loupée, il va corriger le tir et rouvrir le feu pour atteindre l'effet militaire recherché. Sinon, il ne fait que créer de la statistique et ne pas rapprocher son armée de l'état final recherché tactique. Donc j'insisterai jamais assez, l'effet militaire n'est pas forcément corrélé aux statistiques ou à la communication. Et la différence, c'est ce biais. Je ne vous cache pas que je suis étonné quand, dès les premières heures du bombardement sur Gaza, on voit l'armée israélienne sur Twitter qui nous dit « on a tué telle personne, on a tué telle personne ». Comment est-ce qu'ils font pour le savoir? En Irak, par exemple, vous aviez les forces spéciales qui, dans la foulée, faisaient le guidage et allaient voir. Est-ce que les Israéliens ont des forces spéciales à l'heure actuelle dans Gaza pour faire ce guidage? Est-ce qu'ils ont de l'humain? Ou alors, comment est-ce qu'ils font? Leur bidier, je ne sais pas, et je n'ai pas à savoir accessoirement, c'est le brouillard de guerre, c'est normal. Mais ayez un sens critique,
quand il y a une frappe, si dans la foulée on vous dit c'est merveilleux, 100% de réussite, esprit critique. Pour terminer notre petite citation, donc on va citer Schopenhauer aujourd'hui. Le talent, c'est le tireur qui a atteint un but que les autres ne peuvent toucher. Le génie, c'est celui qui a atteint un but que les autres ne peuvent même pas voir. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à très vite sur la chaîne ou en conférence dans votre entreprise. Et d'ici là, fly safe.